Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Hervé Chezeville à l'antenne, heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire Panorama Info. Avant de commencer cette émission, je voudrais vous faire écouter un petit extrait musical. C'était le chœur des jeunes du Commonwealth qui interprétait l'hymne du Commonwealth. Étrange idée, me direz-vous, de passer cet hymne, mais si j'ai choisi cet extrait, c'est parce que les 24 et 25 juin prochains, les chefs d'État ou de gouvernement du Commonwealth se retrouveront à Kigali, au Rwanda, pour un sommet censé se tenir tous les 2 ans. Cet événement me donne tout d'abord l'occasion de revenir sur ce qu'est le Commonwealth. Dans le monde francophone, on ignore souvent quelle est la nature exacte de cette organisation. Et ensuite, de poser la question de savoir pourquoi la capitale rwandaise a été choisie pour une réunion transcontinentale rassemblant, outre le prince de Galles et le Premier ministre du Royaume-Uni, les représentants de la plupart des pays ayant fait autrefois partie de l'Empire britannique. Le nom complet de cette organisation est, en anglais, Commonwealth of Nations, c'est-à-dire Communauté des Nations. Son origine remonte à l'Empire britannique, bien sûr, qui fut, comme chacun sait, au XIXe siècle et durant la première moitié du XXe siècle, le plus important, le plus vaste, le plus grand empire colonial au monde et très certainement de toute l'histoire de l'humanité. Mais le Commonwealth a vraiment vu le jour le 19 novembre 1926. Il comptait à l'époque 6 membres seulement, à savoir l'Empire britannique, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, l'Irlande et Terre-Neuve, cette grande île étant à l'époque un dominion britannique distinct du Canada. Depuis 1932, les États membres du Commonwealth appliquent des droits de douane réduits en ce qui concerne le commerce entre les États du Commonwealth. C'est en 1949 que l'organisation a été formellement constituée avec la Déclaration de Londres qui faisait des États membres des partenaires libres et égaux. Depuis 1952, la reine Élisabeth II est la chef du Commonwealth. Lorsque cette souveraine est montée sur le trône, le Commonwealth comprenait seulement 9 États membres, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, l'Afrique du Sud, le Pakistan, l'Inde et le Sri Lanka. De nos jours, 54 États font partie du Commonwealth. La superficie totale de tous ces pays atteint presque 30 millions de kilomètres carrés et plus de 2,5 milliards d'êtres humains y vivent, ce qui représente le tiers de l'humanité. 80% de cette population
sont citoyens de seulement 3 États asiatiques: l'Inde, le Bangladesh et le Pakistan, alors que c'est l'Afrique qui compte le plus grand nombre d'États membres. Ils sont 19. Élisabeth II est encore la souveraine de 15 royaumes membres de l'organisation, 33 autres États membres étant des républiques et 5 étant des royaumes avec leur propre monarque. Voici quelques mois, l'île antillaise de la Barbade a choisi de mettre un terme aux fonctions purement honorifiques de la reine Élisabeth en devenant une république, tout en demeurant membre du Commonwealth. Certains pays ayant appartenu à l'Empire britannique ne font plus partie ou pas partie du Commonwealth. C'est bien sûr le cas de l'Irlande, mais c'est aussi le cas de la Birmanie, de l'Égypte, qui fait pourtant partie de l'Organisation internationale de la francophonie, ou du Soudan. D'ailleurs, aucun autre pays arabe autrefois sous influence britannique ne fait partie de l'organisation. D'autres pays s'en sont retirés ou en ont été chassés avant de redevenir membres, comme l'Afrique du Sud pour cause d'apartheid entre 1961 et 1994, ou la Gambie pour cause de dictature entre 2013 et 2018. En 2002, le Zimbabwe a été exclu du Commonwealth et il n'a toujours pas été réintégré au sein de cette organisation malgré la fin de l'ère Mugabe. Le Somaliland, ancienne colonie britannique, ne fait pas non plus partie du Commonwealth, son indépendance n'ayant pas été reconnue par la communauté internationale. Il existe aussi 2 pays qui n'ont jamais eu le moindre lien de sujétion à l'Empire britannique et qui font pourtant partie de l'organisation. Le premier est le Mozambique, un pays où j'ai vécu. C'est une ancienne colonie portugaise, indépendante depuis 1975, qui a adhéré au Commonwealth en 1995. Cela s'explique sans doute par sa proximité géographique et ses liens étroits avec plusieurs pays anglophones d'Afrique. L'Afrique du Sud, l'Eswatini, ancien Swaziland, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi et la Tanzanie. Les Mozambicains ont d'ailleurs toujours roulé à gauche, même à l'époque portugaise. Le plus surprenant est le cas du Rwanda. Cet ancien territoire sous tutelle belge, autrefois francophone, est coincé entre d'une part 2 pays francophones, son frère jumeau le Burundi et la République démocratique du Congo, et un pays anglophone, l'Ouganda, ainsi qu'un autre pays partiellement anglophone, la Tanzanie. Ces 2 derniers pays sont membres du Commonwealth. C'est en 2009 que le Rwanda a été admis au sein du Commonwealth et, nous l'avons vu, c'est ce pays qui accueille ces jours-ci le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Les États membres du Commonwealth sont censés être réunis par, premièrement, la langue. L'anglais est encore loin d'être la langue du peuple rwandais, même s'il a été imposé comme langue officielle par le régime actuel, en remplacement du français, aux côtés du Kinyarwanda, la langue parlée par la totalité de la population. Seule une petite minorité maîtrise bien l'anglais. Il s'agit des Tutsis qui étaient autrefois réfugiés en Ouganda et qui sont rentrés au pays depuis 1994, ainsi que de leurs enfants nés au Rwanda depuis 1994. Ces derniers fréquentent ou ont fréquenté les écoles de l'élite, surtout à Kigali, où un enseignement anglophone de qualité leur est dispensé. C'est loin d'être le cas dans le reste du pays, en particulier dans les zones rurales. Deuxièmement, l'histoire. Comme nous l'avons vu, le Rwanda n'a aucune histoire commune avec d'autres pays du Commonwealth, en particulier avec le Royaume-Uni. Le seul élément historique reliant le Rwanda à un autre État membre est la présence, entre 1959 et 1994, de réfugiés Tutsis rwandais en territoire ougandais et surtout
le soutien apporté par l'Ouganda à la rébellion du Front patriotique rwandais, composé de Tutsis rwandais exilés, qui mena une guerre sanglante de 1990 à 1994 pour renverser le pouvoir à dominante Hutu qui dirigeait le pays depuis l'indépendance en 1962. Les cadres du Front patriotique rwandais, en particulier les militaires, en commençant par le premier d'entre eux, l'actuel président Paul Kagame, ont tous été, avant 1990, des officiers de l'armée ougandaise ou même des dirigeants du régime de Yoweri Museveni, l'homme fort qui dirige l'Ouganda depuis 1986. Il n'est donc pas erroné d'affirmer que le régime qui est au pouvoir au Rwanda depuis 1994 est issu du régime du voisin septentrional, l'Ouganda. Il s'agit là du seul lien historique qui pourrait relier le Rwanda au Commonwealth. Troisièmement, la culture. Comme pour la langue et l'histoire, il est difficile de trouver un élément culturel pouvant relier le Rwanda au reste du Commonwealth. Quatrièmement, les valeurs décrites dans la charte du Commonwealth, telles que la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Dans ce domaine, il ne serait pas faux d'affirmer que le Rwanda de Paul Kagame est aux antipodes de ces valeurs. Le Front patriotique rwandais est, de facto, un quasi-parti unique. Tous les opposants sont soit morts, soit en prison, soit en résidence surveillée, ce qui revient souvent au même, soit exilés. Le président Kagame, qui domine le pays depuis 28 longues années, est réélu avec des scores de type soviétique à chaque élection présidentielle. Sa dernière réélection remonte à 2017 et il avait alors obtenu 98,8% des suffrages. 2 femmes ont pourtant tenté de se présenter contre lui à l'élection présidentielle. La première fut Victoire Ingabire. Elle est rentrée d'un exil de 16 années aux Pays-Bas en janvier 2010 et a aussitôt subi un harcèlement policier et judiciaire qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. Non seulement elle n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle d'août 2010, mais elle a été jetée en prison en octobre de la même année, après plusieurs mois de résidence surveillée. Accusée d'organisation de groupes terroristes, elle a été condamnée à 15 années d'emprisonnement. Elle bénéficia d'une grâce présidentielle qui lui permit de sortir de prison en septembre 2018. Cette libération faisait sans doute partie d'un accord secret entre le dictateur et Emmanuel Macron, accord qui permit la nomination de Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie lors du sommet d'Erevan d'octobre de la même année. Rappelons que Mushikiwabo était alors ministre des Affaires étrangères du Rwanda et qu'elle est une très proche de Paul Kagame. Elle avait donc participé avec lui à l'éradication de la langue française de son pays, ce qui est un comble, avouons-le, pour quelqu'un qui a été choisi pour diriger la francophonie au niveau mondial. Depuis sa libération, Victoire Ingabire vit en résidence surveillée et elle ne peut pas sortir du pays. Pire, elle est régulièrement convoquée par la police du régime et soumise à des intimidations et à un harcèlement incessant. À l'élection présidentielle suivante, une autre femme tenta de se présenter contre Paul Kagame. Il s'agissait de Diane Rwigara, fille d'un homme d'affaires Tutsi qui avait financé le Front patriotique rwandais et qui était connu pour être très proche du régime. Assinapol Rwigara trouva pourtant la mort en 2015 dans un très étrange accident de la circulation dans un quartier résidentiel de Kigali lorsqu'un poids lourd entra en collision frontale avec sa voiture. C'est certainement ce que la famille Rwigara a vu comme un assassinat politique qui a incité Diane à tenter de se présenter à l'élection présidentielle. Comme Victoire Ingabire, elle n'a pas eu la possibilité de mener cette candidature à son terme. Elle, sa mère et sa sœur ont été jetées en prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Elle a finalement été acquittée par un tribunal de Kigali le 6 décembre 2018, ainsi que ses co-accusés, dont sa mère, Adeline Rwigara. Au Rwanda de Paul Kagame, on ne compte plus les journalistes, les opposants supposés, et même les poètes
qui ont été victimes d'arrestations arbitraires, voire même d'exécutions extrajudiciaires, toujours tenues secrètes. Je me contenterai de citer 5 cas emblématiques. Kizito Mihigo, bien sûr, ce talent auteur, compositeur et interprète, survivant du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, avait été arrêté en 2014 à cause d'une chanson qui avait déplu au dictateur. Dans cette chanson, il demandait que toutes les victimes soient honorées, c'est-à-dire, bien sûr, les victimes Tutsis du génocide, mais aussi les victimes des massacres de masse commis par l'armée du Front patriotique rwandais. Ses frères et sœurs sont eux aussi des humains et je prie pour eux, avait-il osé écrire dans cette chanson. Reconnu coupable de conspiration contre le gouvernement, il fut condamné à 10 années d'emprisonnement en février 2015. En septembre, bénéficiaire de la même grâce présidentielle que Victoire Ingabire, il put sortir de prison. Mais il fut à nouveau arrêté le 13 février 2020 alors qu'il tentait, selon les autorités, de franchir illégalement la frontière burundaise. Il est vrai qu'il n'avait guère le choix. En quasi-résidence surveillée, il ne pouvait plus poursuivre sa carrière d'artiste et ses œuvres étaient interdites d'antenne. C'est sans doute pour échapper à cette mort sociale qu'il tenta de fuir son pays. 4 jours après sa nouvelle arrestation, son corps sans vie était retrouvé dans une cellule de la police à Kigali. Officiellement, il s'était suicidé. Avec ses draps, alors qu'il n'y a jamais eu de draps dans les cellules rwandaises. De plus, Kizito était un fervent catholique et jamais il n'aurait pu envisager de se suicider. Autre cas emblématique, celui d'Aimable Karasira, lui aussi Tutsi et ancien enseignant en technologie de l'information et de la communication à l'Université du Rwanda. Survivant du génocide perpétré contre les Tutsis, Aimable Karasira est un commentateur bien connu qui a souvent évoqué sur YouTube la perte de proches à la fois aux mains des extrémistes Hutus et du FPR pendant et après le génocide de 1994. Pendant plusieurs mois, les autorités rwandaises l'ont harcelé de manière répétée pour avoir posté sur YouTube des vidéos critiques évoquant l'histoire de sa famille et le génocide. Ses propres parents ont été, selon lui, assassinés par des militaires du FPR. Après avoir perdu son poste d'enseignant à l'Université du Rwanda, il a été arrêté en mai 2021 et mis en examen pour négation et justification du génocide et pour divisionnisme. Lors d'une audience tenue le 30 mai dernier, Aimable Karasira a déclaré au tribunal que, et je le cite, « Les gardiens de la prison m'ont amené ici de force. J'ai passé plusieurs jours sans dormir. Je ne sais pas comment expliquer les tortures auxquelles j'ai été soumis. Il n'y a pas longtemps, le 26 mai, ils ont voulu que nous passions à la télévision pour dire que nous ne sommes pas torturés, mais certains d'entre nous ont refusé. Les gardiens de la prison ont refusé de me donner mes médicaments. Ils nous frappent pour nous faire venir au tribunal. J'ai des vertiges, je suis faible. Ils nous torturent en diffusant de la musique forte et en laissant les lumières allumées en permanence. C'est une torture terrible, comme dans les films. » Fin de citation. Aimable Karasira a en outre déclaré que les autorités pénitentiaires infligeaient le même traitement au journaliste youtubeur Dieudonné Niyonsenga, alias Chuma Hassan, et à Christopher Kanyumba, ancien rédacteur en chef du journal The Chronicles, qui a été arrêté en septembre 2021, peu après avoir fondé un nouveau parti politique, la plateforme rwandaise pour la démocratie. Je pourrais aussi évoquer le cas d'Innocent Bahati, jeune poète, disparu depuis le 7 février 2021. Le fait que son arrestation n'ait jamais été confirmée par les autorités et qu'il n'a jamais été présenté à un quelconque tribunal laisse craindre le pire. Autre cas qui a aussi défrayé la chronique, celui de Paul Rusesabagina, Hutu, dont les actes héroïques pour sauver des Tutsis pendant le génocide de 1994 avaient inspiré Hollywood
dans le film Hôtel Rwanda, réalisé en 2004. En 2017, alors exilé, il était devenu l'un des fondateurs d'un parti d'opposition, le MRCD. En août 2020, le régime de Paul Kagame n'a pas hésité à organiser le détournement du vol de Paul Rusesabagina à destination du Burundi et à le faire arrêter à son arrivée à l'aéroport de Kigali. Cet acte de piraterie internationale a causé de nombreuses protestations, non seulement en Belgique, pays dont Paul Rusesabagina possède la nationalité, mais aussi aux États-Unis, où il a le statut de résident. Ces protestations ne lui ont pas évité une condamnation à 25 ans de prison après un procès jugé inéquitable par Human Rights Watch et par nombre d'observateurs. Je pourrais aussi citer le cas d'Yvonne Idamange, cette mère de famille Tutsi, qui, pendant le confinement très strict imposé au Rwanda durant l'épidémie de Covid-19, avait osé se plaindre sur YouTube au sujet de ses dures conditions de vie, tout en critiquant le président. Arrêtée le 15 février 2021, après la publication d'une vidéo sur sa chaîne YouTube, Yvonne Idamange a été condamnée à 15 ans de prison ferme pour, je cite, « incitation à la violence et à l'insurrection ». Le dernier sommet du Commonwealth s'était tenu en Angleterre en 2018. Celui de Kigali aurait donc dû se tenir en 2020, puisque cet événement a lieu tous les 2 ans. Mais il avait été remis à 2 reprises, officiellement à cause de la pandémie du Covid-19. Pour la première fois, la reine Elisabeth II ne participera pas à cette réunion. C'est son fils, le prince de Galles, qui fera le déplacement, accompagné par son épouse, la duchesse de Cornouailles. Ce sera leur première visite au Rwanda. Le Premier ministre Boris Johnson sera également présent pour représenter le gouvernement britannique. Nul doute que les faits et gestes du prince Charles seront observés de près en raison des critiques qu'il aurait formulées, selon le journal The Times, à l'encontre du projet qualifié de consternant du gouvernement britannique d'expulser au Rwanda des demandeurs d'asile, quelle que soit leur origine. La semaine dernière, la justice britannique avait annulé au dernier moment le premier vol pour le Rwanda. Les propos prêtés à l'héritier de la couronne laissent présager une entrevue gênante avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, initiateur et fervent défenseur du dispositif. Le projet britannique prétend freiner les traversées illégales de la Manche tout en se déchargeant de la responsabilité d'accueil des demandeurs d'asile sur le Rwanda en échange d'une aide financière s'élevant à 150 millions de dollars. Ce projet est vivement critiqué autant par les associations de défense des droits humains que par l'ONU. Les États membres du Commonwealth doivent saisir l'opportunité présentée à Kigali pour dénoncer cet accord inhumain et faire pression sur le Royaume-Uni et le Rwanda pour mettre fin au dispositif, a insisté Deprose Muchena, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique du Sud, pour l'Afrique orientale et australe. À Kigali, les écoles de la capitale rwandaise sont fermées et de nombreuses routes bloquées, tandis qu'un important dispositif de sécurité a été mis en place. Des drapeaux des pays du Commonwealth flottent à l'aéroport et le gouvernement a multiplié les vidéos publicitaires pour redorer son image. On l'aura compris, le choix du Rwanda pour accueillir le sommet est plus que controversé. Le Rwanda ne respecte pas les valeurs du Commonwealth, de la démocratie, de l'état de droit, les droits humains, la liberté d'expression, a énuméré auprès de l'AFP Victoire Ingabire, la courageuse leader de l'opposition. Il y règne un climat de peur, loin de l'image que cherche à donner le pays, ont estimé une vingtaine d'organisations de la société civile début juin, dénonçant la multiplication des disparitions forcées, des détentions arbitraires, de la torture et des exécutions extrajudiciaires. Le silence du Commonwealth sur les droits humains au Rwanda risque de saper le mandat de l'organisation dans ce domaine, ainsi que son intégrité et sa crédibilité, ont prévenu les ONG. De son côté, l'ancien Premier ministre rwandais Faustin Twagiramungu a déclaré dans un tweet
Il s'agit d'une honte pour le secrétariat du Commonwealth. C'est un événement bien triste qui honore Kagame, l'assassin de 2 chefs d'État, Habyarimana du Rwanda et Ntaryamira du Burundi, ce qui a provoqué le génocide ainsi que les tueries de millions de personnes au Rwanda et en République démocratique du Congo, selon le Mapping Report. Fin de citation. C'est en effet le régime de Paul Kagame qui a lancé 2 guerres d'invasion du pays voisin, le Congo-Zaïre, en 1996 et 1998, provoquant la mort d'au moins 6 millions de personnes. Depuis quelques semaines, le président congolais et son gouvernement accusent le Rwanda d'avoir à nouveau envoyé des militaires en territoire congolais pour soutenir un pseudo-mouvement rebelle, le M23. Ce mouvement, créé de toutes pièces par les services du régime de Kigali, est constitué de soldats tutsis, congolais et rwandais. Voici quelques jours, ce groupe armé est parvenu à s'emparer de Bunagana, une localité congolaise que je connais bien, située sur la frontière avec l'Ouganda. Certains observateurs craignent à présent qu'ils tentent de s'emparer de Goma, la grande ville congolaise, chef-lieu de la province du Nord Kivu, frontalière du Rwanda. En 2020, j'avais envoyé mon livre « Rwanda, 25 années de mensonges » à son Altesse Royale, le prince Charles, croyant que le sommet allait se tenir cette année-là à Kigali. Son secrétariat m'avait aimablement répondu, me disant que le prince avait été très touché par ce livre. J'espère qu'il l'a effectivement lu. Et pour finir, je voudrais vous faire écouter la dernière chanson de Kizito Mihigo, celle-là même qui lui avait valu d'être jeté en prison et qui, très probablement, a fini par lui coûter la vie. Ces jours-ci, alors que le prince de Galles et tant de dignitaires venus du monde entier fouleront les tapis rouges déroulés pour eux à Kigali, je penserai beaucoup à Kizito et à toutes les victimes de cette épouvantable dictature. Pour moi et pour la majorité des Rwandais et des Congolais, la couleur rouge de ces tapis évoquera le sang de millions de victimes innocentes. Je vous dis à la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices. Ariko